qui a été parmi les premiers débats un peu contradictoires sur le projet de texte de la Constitution, dans la mesure où donc le 31, donc la semaine prochaine, jeudi de la semaine prochaine, tous les groupes constitutifs de l'Assemblée constituante vont se prononcer sur le texte final. En gros, est-ce qu'ils acceptent ou pas? Il n'y aura plus de débat de fond, le texte est maintenant sous toit. Il y a encore 2 ou 3 petits réglages de chiffres, de titres, mais voilà, on est vraiment uniquement dans les enluminures et autres, c'est tout. Merci à Marguerite Contaïquel et à Jocelyne Allaire de nous avoir rejoints pour cette discussion. Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Jocelyne? Oui, je me dis. Okay. Bonjour. Bon, peut-être, donc, je suis Jocelyne Allaire du mouvement Solidarité, c'est à ce titre-là que je siège à l'Assemblée constituante. Peut-être rappeler que le mouvement Solidarité était à l'origine opposé à cette révision de la Constitution, estimant que les conditions n'étaient pas réunies, qu'il n'y avait pas de mouvement social suffisamment fort pour porter cette démarche et garantir finalement une dynamique qui nous permette d'aboutir à un texte généreux, ouvert, et surtout qui nous permette d'affronter les défis que présente l'avenir. Relever quand même que cette démarche de la révision de la Constitution a été une démarche quand même particulière, ne serait-ce que par l'éventail des forces en présence. Alors d'une part, il y avait une représentation des associations, et le groupe auquel j'appartiens était réservé au départ à la présence de mouvements qui ne soient pas des mouvements politiques, et on a eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises aux membres de la représentation des associations, que nous avons été extrêmement agréablement surpris, et c'est sans doute des représentants des associations dont nous avons été le plus souvent proches sur le plan des positions et sur les contenus. Et pour nous, c'était quelque chose d'extrêmement important, et que là, il y avait un bout de cette représentation des mouvements sociaux qu'on espérait, mais pas malheureusement à hauteur de ce qu'il faudrait pour véritablement imprimer une autre dynamique à ce travail de révision de la Constitution. Une autre des particularités de cette Assemblée constituante, de notre point de vue, c'est quand même la présence des représentants des milieux économiques et financiers et de l'immobilier, par exemple, qui étaient présents. Généralement, ces gens sont en coulisses et activent leur relais politique. Là, ils étaient présents. Et sachant en plus que la démarche de révision de la Constitution, c'est un one-shot. Hein, c'est une fois, une occasion unique, avant bien longtemps, de modifier le texte fondamental. Et on avait l'impression qu'ils étaient prêts à jouer leur va-tout et à pousser au maximum pour essayer d'obtenir gain de cause sur soit la dérégulation d'un certain nombre de systèmes législatifs, notamment en matière de logement, en matière d'énergie ou dans d'autres domaines, sur les droits politiques par exemple, et puis que par ailleurs, ils avaient très clairement annoncé la couleur, c'était la diminution du nombre de signatures, c'était le droit au logement, enfin ces choses-là, et qu'ils étaient prêts à tout, contrairement à les forces politiques de droite qui sont généralement dans les parlements, qui développent aussi ce type de politique, mais qui, elles, doivent en assumer les conséquences et le déploiement dans le système législatif. Et donc on a moins un peu ce côté va-tout, un peu apprenti sorcier de gens qui sont prêts à proposer des choses qui risquent de faire péter, si vous passez l'expression, l'équilibre politique du moment qu'ils obtiennent un résultat. Dire aussi que nous avons constamment été soumis à cette espèce de contrainte de la laïtitude. Il fallait que le texte soit épuré, qu'il soit révisé, parce que la Constitution actuelle était dithyrambique, désuète, hétéroclite, et qu'il fallait réviser tout ça, retoiletter tout ça, mais au risque de jeter le bébé avec l'eau du bain et de perdre beaucoup de contenu au passage. Et cette pression sur le contenu, elle a souvent consisté à dire « mais ceci n'est pas d'ordre constitutionnel, ceci est beaucoup trop long, nous devons avoir quelque chose d'extrêmement synthétique, parce qu'une bonne constitution, c'est une constitution qui n'en dit pas trop, mais qui dit juste l'essentiel ». Et au final, on se retrouve d'une constitution actuelle à 182 articles à un projet de constitution à 240 articles, sans que nous ayons le droit d'éligibilité des étrangers, pas plus que le devoir d'hospitalité ou le droit à la résistance à l'oppression, ou toutes sortes d'autres dispositions auxquelles nous aurions été attachés. Celles-là n'ont même pas été intégrées dans le texte. Et puis, longueur pour longueur, pourquoi ne pas avoir gardé l'intégralité de l'article 161 sur l'énergie ou du 10b sur le logement, dont on nous dit que les contenus ont été repris intégralement, et lorsqu'on va y voir
d'un peu plus près, c'est pas tout à fait vrai. Une grande partie a été reprise, il est vrai, mais la dynamique, la cohérence interne, notamment du 160, ne se retrouve pas. Certains aspects sont toutefois passés à la trappe, et on se dit que s'il fallait de toute façon arriver à un texte plus long, on aurait pu, puisque tout le monde met la main sur le cœur en disant « mais on a voulu strictement rien enlever à ces articles-là, regardez, tout y est », eh bien il suffisait de reprendre les mêmes articles et on aurait été beaucoup plus honnête et beaucoup plus cohérent, et on aurait peut-être moins perdu au passage. Alors, il est vrai que ce texte se caractérise par un certain nombre d'avancées. Il y a un certain nombre de principes qui ont été inscrits, notamment dans les droits fondamentaux, qui sont extrêmement intéressants. L'obligation de formation, la scolarisation obligatoire jusqu'à 18 ans sont des choses qui sont importantes. L'évaluation de la réalisation des droits fondamentaux est intéressante. En revanche, elle est contrebalancée parce qu'on lui a enlevé l'évaluation de la réalisation des buts constitutionnels qui étaient, elle aussi, nécessaires. Il y a une série d'avancées de ce type-là, extrêmement précieuses, qui nous ont quand même interpellés au moment de prendre position. Or, le groupe Solidarité, dans sa dernière Assemblée générale, a pris le parti de refuser le projet de texte de la Constituante, parce que nous estimons que ces avancées, qui sont intéressantes, ne suffisent pas à compenser tous les déficits qui sont induits par ce nouveau texte, notamment en ce qui concerne le renforcement du pouvoir du Conseil d'État. Mais ce n'est pas une chose anodine, le renforcement du pouvoir du Conseil d'État, c'est une concentration du pouvoir dans les mains d'un exécutif qui va guider non seulement l'activité politique du canton, mais toute l'activité publique. Et de ce point de vue-là, il y a un certain nombre de choses qui, de notre point de vue, paraissent extrêmement dommageables. Au même titre que, on le sent bien, et ça a été dit à plusieurs reprises, plus ou moins clairement, la droite était venue clairement avec l'intention de remettre en question le rôle de l'État. Et ça se traduit notamment par un certain nombre de dispositions qui subordonnent l'activité de l'État à l'initiative privée, à l'initiative personnelle, qui subordonnent cette même activité de l'État aux moyens dont dispose l'État, tout en essayant de définir une fiscalité qui soit malgré tout à l'avantage de ceux qui sont le plus nantis, et que dans la manière même de concevoir le texte, ils ont inversé les chapitres tâches de l'État et finances de l'État, en mettant d'abord les finances de l'État et ensuite les tâches de l'État. C'est-à-dire qu'on définit d'abord les moyens et on verra ensuite quelles sont les tâches qu'on peut assumer avec ces moyens-là, alors que pour nous, la mission et la définition du rôle de l'État, c'est de définir les besoins auxquels il doit répondre et de se doter les moyens pour pouvoir y faire face, et cela quitte à effectivement heurter les milieux économiques qui, eux, visent toujours une fiscalité plus en leur faveur. D'autres éléments aussi nous ont alarmés. Alors, je suis moins compétente sur les questions d'environnement, d'énergie, donc je reste relativement vague, vous m'excuserez sur ces questions. Mais nous avons, Solidarité, pris un certain nombre de positions, je pourrais vous donner les coordonnées de ces textes. Mais notamment en ce qui concerne les établissements publics médicaux, on voit très clairement, par la suppression de la mention simple du nom des SIG, ou des HUG ou des TPG, disant que ces services-là doivent être assumés par des établissements publics autonomes, c'est simplement une manière de fragiliser l'assise des HUG, des TPG et des SIG dans la Constitution et peut-être préparer le terrain pour des externalisations, des privatisations. Ce type d'élément nous paraît extrêmement périlleux. En même ordre d'idée, en ce qui concerne l'élection au Conseil d'État, et Alfred l'a relevé hier dans le débat qu'il y avait dans le plan de communication de la Constituante, le fait d'avoir une élection du Conseil d'État en 2 tours, dont le premier se fait simultanément avec l'élection au Grand Conseil, risque de focaliser toute la dynamique de définition du corps parlementaire autour d'une logique de définition d'exécutif, avec une dynamique portée uniquement sur des alliances et des élections du Grand Conseil, également focalisée sur cet élément-là, avec, on l'avait entendu quand même dans la commission qui s'occupait des 3 pouvoirs et qui avait travaillé autour de ces questions de durée de mandat du Conseil d'État ou de modalités d'élection, qui était quand même de dire que la diversité politique est une entrave au fonctionnement du Parlement, alors que pour nous c'est une richesse et c'est une plus grande représentativité du Parlement. Pour eux c'était une entrave, et que toutes ces discussions, ces arguties étaient quelque chose qui ne permettait pas au gouvernement
et au Parlement d'avancer et d'être efficace, comme si l'efficacité c'était une espèce de rouleau compresseur qui fait fi de la diversité de la représentation des électeurs dans le Parlement. Sur les questions de droit de vote et d'éligibilité des étrangers, ça a été quand même un crève-cœur que de voir non seulement qu'on ne parvienne pas à les obtenir, mais qu'à un moment donné, le faible acquis que nous avions obtenu pendant un moment, à savoir l'éligibilité des étrangers sur le plan communal, n'a pas résisté à l'épreuve de la convergence, qui était quand même une dynamique un peu particulière, et qu'elle a été annoncée, et que chacun, la main sur le cœur, a dit qu'il l'aurait voté, qu'il y était largement attaché, mais que convaincu que ça ne passerait pas la rampe des élections, il valait mieux y renoncer, quitte à la négocier contre l'imposition au lieu de domicile. Et finalement, tout ça est passé à la trappe parce que cela avait été mal agencé sur le plan de l'organisation du texte de la Constitution. Alors, voilà quelques exemples. Je ne vais pas continuer parce que je crois que j'ai été un peu plus longue que prévu, mais je reviendrai volontiers pour répondre à vos questions. Mais pour nous, véritablement, on ne peut pas faire simplement une balance entre il y a tant d'éléments positifs, tant d'éléments négatifs. Pour nous, il y a une pesée d'intérêt au sens beaucoup plus global à faire, et il nous semble que les éléments sur lesquels nous avons régressé, ne serait-ce que la question de la déréglementation en matière de logement, de construction ou d'aménagement, sont des éléments suffisamment graves pour nous amener à appeler la population à refuser ce texte. Alors c'est un rendez-vous manqué. 4 ans pour arriver à ce résultat, c'est navrant. C'est d'autant plus navrant finalement que si la Constitution, enfin ce projet est refusé, eh bien les uns et les autres, nous devrons revenir par voie d'initiative constitutionnelle pour essayer de refaire ce que nous avons manqué pendant ces 4 ans. Et ça n'est pas forcément un résultat très bien. Voilà. Merci Jocelyne, Merci, pour cette position très claire. Et je passe la parole à Marguerite Contaïquel. Alors, Verre et Associatif, alors nous avions voté avec un certain enthousiasme à l'époque, je crois, il y avait quand même quelques réticences au sein des Verts. Donc la loi constitutionnelle qui finalement nous a donné un mandat. Donc on s'est retrouvés élus, 10 personnes sur les 80, avec les rapports de force dont a déjà fait référence, auxquels elle a déjà fait référence Jocelyne. Rapport de force, rappelez-vous, c'était quand même 43-37, je crois, pour évidemment en faveur de la droite. C'était aussi une représentation des femmes extrêmement faible. Vous vous souvenez, 16 femmes sur 80. C'était aussi très peu de jeunes, donc une étrange représentation de la population genevoise. Et encore une fois, tout ceci a été quand même le résultat d'une votation populaire, où 80% des personnes ont voté la loi constitutionnelle, puis ensuite ont choisi leurs élus. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, je crois qu'on était quand même dans un moment où il n'y avait pas réellement de crise institutionnelle, où il n'y avait pas réellement de processus révolutionnaire en cours ou je sais quoi, et que, en conséquence de quoi, nous n'avions pas l'état de nécessité qui peut des fois justifier des élans collectifs en faveur d'un renouvellement fondamental de la société. On n'en était pas du tout là. On était plutôt dans le cadre d'une révolution tranquille ou d'une évolution tranquille, un peu une queue de comète après une série de révisions constitutionnelles, après la Constitution fédérale, et après toutes les autres constitutions dans les cantons. Donc ça, c'est aussi un contexte qui fait qu'il n'y avait pas non plus l'aspect émulation avec les autres cantons pour essayer d'aller plus loin. Par contre, on s'est pas mal inspiré de ce qui a été fait dans les autres cantons, et là, on pourra revenir là-dessus tout à l'heure. Alors, ce que je voulais dire simplement, c'est que quelque part, il ne fallait pas s'attendre à autre chose qu'un compromis. On ne pouvait pas arriver à une constitution idéale. C'était pas possible simplement parce qu'on avait d'une part un débat qui était de type parlementaire avec des rapports de force, et d'autre part, encore une fois, on avait une obligation de résultat, on voulait répondre au mandat qu'on nous a donné. Ce mandat, c'était de produire un texte après 4 ans. 4 ans, donc ce qui a été fait. Donc moi je considérais avec plus, disons, de bienveillance le résultat, puisque pour nous les Verts, on considère que c'est tout à fait acceptable, et je reviendrai sur quelques éléments qui fait que on va soutenir, en tout cas pour l'instant, il faudra qu'on voie en assemblée générale, ce sera encore une autre histoire, mais enfin pour l'instant on est là, parce que j'estime que c'était quand même une étape importante dans l'histoire genevoise. C'est quand même la première fois, depuis 1847, que des milieux, même s'ils ne sont pas totalement représentatifs, se sont retrouvés, ont travaillé ensemble, avec un processus qui n'était pas de pondre une loi,
donc qui pouvait être accepté ou refusé en fin de compte, mais de devoir arriver à ce compromis historique d'une constitution. Donc on a quand même cette étape importante, avec un matériau extrêmement important, qui maintenant va être rendu public, si la Constitution, ça c'est d'ailleurs intéressant, on n'est pas arrivé jusqu'au bout de nos discussions, mais la Constitution, si elle était acceptée, prévoit que les PV de commission sont rendus publics. Ce qui veut dire évidemment énormément de matériaux pour lancer des initiatives, pour continuer, poursuivre le travail parlementaire, etc. Mais il est évident que le travail ne s'arrêtera pas, ni le 31 mai, ni le 14 octobre, si cette Constitution est acceptée. Mais en attendant, on a pas mal d'instruments très concrets. Alors, Jocelyne tout à l'heure a parlé du catalogue des droits fondamentaux. J'estime que ça, c'est un des éléments mais essentiels de cette Constitution. Alors, catalogue des droits fondamentaux, on en a plusieurs sortes. On a ceux qui simplement reprennent des dispositions du droit fédéral, donc bon, et on les a mis parce qu'il y a un aspect un peu didactique, on rappelle les choses. D'autres qui ont été renforcés. Et quand je pense par exemple à ce qui est l'égalité, avec la non-discrimination, on a introduit notamment la non-discrimination pour orientation sexuelle. C'est un des exemples. On a également introduit un renforcement au niveau de la liberté d'expression et la protection des whistleblowers, donc les lanceurs d'alerte, hein, donc une personne qui aurait été amenée à dénoncer ou à donner des informations à ses supérieurs compte tenu des pratiques illégales qu'elle aurait observées, ne serait pas poursuivie, etc. Donc il y a un tas d'éléments de ce type qui sont introduits, qui sont ou déjà dans la Constitution fédérale, ou qui vont plus loin que la Constitution fédérale. Maintenant, il y a toute une série de nouveaux droits, et là, ma foi, c'est avec grand plaisir que j'estime que le droit à un environnement sain est quelque chose, alors là, de révolutionnaire. Et c'est quelque chose qui, quand il sera appliqué, ça donne une obligation à l'État d'adopter une législation, va entraîner, au fond, un changement de paradigme en matière environnementale à Genève. C'est une chose donc dont on verra les effets, évidemment, au moment du vote de la Constitution. Une autre disposition qui est extrêmement importante, c'est le droit à un niveau de vie suffisant, donc où on va beaucoup plus loin que les éléments de la Constitution fédérale qui disaient simplement on essaie de protéger la dignité, mais là vraiment on veut que la personne soit intégrée socialement, économiquement, etc. Et puis enfin, on a le droit des handicapés. Il y a un énorme chapitre sur le droit des handicapés qui sont directement applicables, c'est-à-dire qu'effectivement, ils constituent des éléments concrets suffisants pour que le juge puisse les appliquer directement. Généralement, on considère que les droits fondamentaux sont de toute façon justiciables, puisqu'ils sont droits fondamentaux. C'est-à-dire qu'on peut aller devant la justice. Mais évidemment, les 3/4 du temps, le juge, quand il va devoir prendre une décision, va se retrouver emprunté, parce qu'il n'aura pas la législation qui va avec, il devra faire une appréciation, une pondération d'intérêt. Donc ça, il ne va pas pouvoir le faire. Mais s'agissant notamment du droit des handicapés, il pourra le faire, parce que les dispositions sont très précises. Voilà, ensuite le droit à la formation, y compris continue, ça c'est pas rien non plus, qui figure dans cette Constitution. Maintenant, ces mécanismes, on en a parlé tout à l'heure, il y a un certain nombre de mécanismes qui rendent également ces droits fondamentaux contraignants. C'est que, et ça pour l'avoir pratiqué dans un autre domaine qui était le droit international, j'entends, il ne s'agit pas de lancer une nouvelle idée, de lancer un nouveau droit et puis de dire, ben voilà, il est accepté. Il s'agit aussi de faire en sorte qu'il soit protégé et puis respecté, et surtout évalué. Et avec le mécanisme donc, de l'évaluation de ces droits fondamentaux, on aura le moyen de contraindre l'État à mettre le doigt sur ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il devra faire et ce qu'il a enfreint ou violé. En plus, avec l'introduction de la Cour constitutionnelle, elle fera ce travail. Donc au niveau cantonal, on aura une Cour constitutionnelle qui fera cette question d'évaluation des normes cantonales au regard de la Constitution cantonale. Donc ça, ce sont des éléments extrêmement importants. Donc pour moi, ce catalogue des droits fondamentaux est donc un chapitre important de cette Constitution. Maintenant, il y a un autre élément qui intéresse directement les associations, et c'est à ça que je songe, c'est quand même, vous avez maintenant des principes, de grands principes qui sont introduits, qui sont notamment des cadres d'information et de concertation avec les différentes catégories de personnes, hein, que ce soit dans le cadre de l'État, donc qui informe largement, consulte régulièrement, fixe les cadres de la concertation, et il doit publier les règles de droit et les directives dans la mesure où aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. Il y a également un élément important, c'est la reconnaissance et le soutien du rôle des associations. Donc on a pour la première fois, dans une constitution à Genève, hein, là c'est pas une chose qui est apparue tellement, et du bénévolat dans la vie collective. Donc avec le respect de l'autonomie des associations. Deuxième élément important pour les associations.
À côté de ça, nous avons toute une série de dispositions qui sont importantes, notamment la consultation des communes, des partis mieux représentatifs en amont, lors des travaux préparatoires. Lorsqu'on prépare une loi, eh bien, les milieux représentatifs, et on peut considérer que les associations le sont, seront consultés. Donc on a un élargissement de ce droit à la consultation par les milieux gouvernementaux aussi. Maintenant, on aura également, de manière générale, la participation des citoyens qui est encouragée par différents mécanismes pour participer à l'élaboration, la planification des décisions communales, etc. Et puis, je vous passe, il y a les droits de pétition qui vont également dans ce sens-là, et les outils de médiation qui seront également importants. Donc, quelque part, je considère que, du point de vue des associations, ce projet de constitution fait une part belle aux associations. Non seulement par la reconnaissance, mais par toute une série de dispositions qui seront contraignantes pour l'État en termes de mise en œuvre. Maintenant, il y avait une chose qui est aussi intéressante, c'est qu'on a toute une série de ce qu'on appelle les tâches de l'État, avec le catalogue, que ça passe depuis la mobilité, l'énergie, etc. Il y a des dispositions en particulier s'agissant de l'agglomération. Et ça, c'est un autre élément important aussi, c'est qu'enfin, la région franco-valdo-genevoise fait son apparition dans le cadre de la Constitution genevoise, ce qui n'est pas la moindre des choses. Quand on sait à quel point la chose est difficile à avancer, à quel point les milieux intéressés, dont les associations, la société civile, est tellement un peu impliquée dans tout le processus, eh bien maintenant nous avons une disposition qui prévoit la participation de ces milieux associatifs, économiques, etc. Donc vous voyez non seulement l'apparition d'une nouvelle, disons d'un nouveau concept, qui a déjà son histoire et qu'on entérine dans la Constitution, mais en plus on donne le moyen aux milieux intéressés d'être partie prenante du processus. Et ça, c'est pas la moindre des choses. Maintenant, il y a aussi en termes de coopération internationale, où on va faire beaucoup un certain nombre de dispositions ont été introduites, en faveur notamment de l'accueil, et puis de la reconnaissance de la solidarité internationale, de la tradition humanitaire. Donc quand on parle de l'accueil des associations, c'est tous les acteurs internationaux, c'est pas seulement Procter & Gamble, mais c'est aussi bel et bien les associations qui doivent être accueillies ici pour venir suivre, par exemple, le Conseil des droits de l'homme, et qui ont les moyens ensuite de se retrouver logés, à qui on peut donner un coup de main. Je sais que ça se fait déjà, mais là maintenant on a un ancrage constitutionnel. Et puis, je ne veux pas tellement pousser plus loin, parce que moi j'ai encore dépassé ce que Jocelyne a dit, mais de manière générale, en ce qui concerne aussi l'aménagement du territoire et le logement, je pense qu'il y a quand même aussi l'introduction de choses intéressantes pour les associations, encore une fois, avec la question notamment des quartiers durables. Et là, quartiers durables, c'est les écoquartiers. C'est toute une politique du logement qui est différente, puisqu'on va maintenant désormais, évidemment, avoir non seulement un logement construit ici, mais également les infrastructures qui vont avec, qui seront construites. Et il y aura en plus cette inscription dans la durabilité, c'est-à-dire dans le long terme, en matière d'environnement, en matière économique, etc. Donc ce sont des éléments que j'estime importants. Je dirais encore, avant de conclure cette première partie, que si vous prenez la Constitution actuelle, vous prenez la Constitution telle qu'elle sera soumise à la population le 14 octobre, vous vous rendez compte à quel point il y avait des lacunes. Alors tout à l'heure, Jocelyne a parlé de 180 articles actuels et 240 maintenant. Eh bien, on constate que dans la plupart des constitutions qui ont été revues, on a vu un peu le même phénomène, une forme d'inflation, mais parce qu'on a introduit des problématiques qui n'existaient pas jusque-là. Si vous lisez la Constitution actuelle, vous verrez qu'il y a, à la place des droits fondamentaux, vous avez un catalogue des droits individuels, même pas, je crois, les libertés individuelles ou droits individuels. Donc c'est quelque chose qui, en plus, est un peu suranné, qui ne dit plus ce qu'il veut dire, et puis surtout qui n'a pas la force des droits, des catalogues des droits fondamentaux qu'on a maintenant. Donc je pense que, outre l'aspect qu'on a des avancées à l'intérieur, on a comblé des lacunes qui nous paraissent importantes, et ces lacunes devaient être comblées pour mettre à niveau je dirais la société genevoise avec un certain nombre de problématiques, non seulement internationales, mais locales, au niveau intercantonal, et ceci a été fait dans le cadre de ce projet de constitution. Donc voilà, je vais m'arrêter là, avant qu'on reprenne plus en détail. Ceci dit, juste par rapport à Jocelyne, sachez que je crois qu'on a toujours beaucoup, on a travaillé vraiment dans le respect des uns des autres, enfin, elle, nous, et je veux dire, genre, tout en reconnaissant qu'effectivement, solidarité avec des positions qui étaient parfois très tranchées, sur lesquelles on va revenir, puisque ce sera maintenant un peu les droits politiques, etc., surtout populaires,
Je dirais que j'ai eu un énorme plaisir à voir la capacité contributive de solidarité dans l'exercice. Et alors, certaines choses ont été acceptées, d'autres ont été enlevées au dernier moment. Je pense au droit à la résistance, enfin la résistance contre l'oppression. Et je dirais aussi également en ce qui concerne les associations. Alors, je parle à ceux qui sont, peut-être vous les fréquentez beaucoup plus, mais je pense que ça c'est un élément important. C'est pas sous-estimer le travail de contribution qu'ont fait ces groupes. Alors, les associations, de toute façon, avec un tas de notions dont j'ai parlé d'ailleurs, derrière lesquelles vous étiez déjà très présents. La solidarité internationale, ça a été quelque chose, notamment, que vous avez porté. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi reconnaître. Et je pense que, par rapport à tout cet exercice, encore une fois, on a maintenant des instruments pour aller plus loin, ce qui est important. Merci Marguerite. Je crois qu'on va tout de suite ouvrir le débat. Je suis sûr que Jocelyne aura envie d'amener des réponses et on va avoir l'occasion justement de poursuivre ces échanges. Je ne sais pas s'il y a tout de suite des réactions, des questions. Vas-y. Avant de rentrer dans le détail des points où on n'est pas d'accord, moi ce que je voulais juste revenir, c'est sur la question qu'est-ce qui va se passer si c'est refusé. Voilà, la constitution actuelle, elle continue. Donc elle reste. Il n'y a plus rien qui bouge. Et puis est-ce qu'il y a quelque chose qui va se préparer? Non, ça c'est fini. C'est fini. C'est vraiment, il faut imaginer l'Assemblée constituante comme un exercice sans passé, sans amis, l'Assemblée constituante. Donc voilà, terminé. One shot, comme disait Jocelyne. D'aborder toute cette discussion qui est difficile, parce qu'elle représente des intérêts très différents, en disant ça ne sert à rien, nous sommes contre, ça me paraît un petit peu extrême. C'est ma première réaction, si vous voulez. Je ne vais pas aller dans les détails de pourquoi vous refusez ou pas, mais c'est sur le principe. Nous avons 80 élus à qui on avait une mission très claire. Essayez honnêtement de vous donner la main pour faire quelque chose qui soit cohérent pour notre société occidentale. Nous faisons partie de ces pays qui ont à peu près les mêmes problèmes. Alors, les 80 élus peuvent se donner la main et puis essayer de trouver un moyen, ou bien peuvent dire, voilà, moi j'ai dans mon jardin une jolie fleur, je vais la garder, puis voilà. Et ce qui m'intéressait de comprendre, c'est que qu'est-ce qu'il y a de grave de garder l'ancien, simplement. Et moi je représente une association qui doit se dire, effectivement les droits associatifs sont renforcés, ça c'est sûr, ça c'est vraiment un point extraordinaire. Et nous on a été très inquiets, on était très surpris. Mais c'est vrai que sur d'autres points, on doit l'évaluer. Est-ce que c'est intéressant de prendre le risque ou comment est-ce qu'on peut pas les changer par la suite? Alors c'est vrai qu'à l'époque, on était rassurés dans le sens qu'il y avait la quantité de personnes qui peuvent faire des référendums ou lancer des initiatives qui étaient garanties. Maintenant, c'est changé. Ça nous posait des problèmes. Maintenant, c'est le pourcentage, je me rappelle. Donc ça, c'est des points délicats. Alors comment peut-on changer? Parce que souvent, j'ai parlé de changer, si disons la Constitution présente, proposée passe, est-ce qu'on peut la changer dans les 2 années ou 3 années à venir? Alors peut-être pour répondre à monsieur, je crois que nous étions opposés, non pas par désir de ne rien changer, c'est parce que nous estimions que de revoir la Constitution, compte tenu de la configuration politique et des rapports de force en présence, et précisément de l'absence de mouvement social, représentait un risque que ce texte constitutionnel soit revu à la baisse. Et que nous estimions que les conditions requises n'étaient pas réunies et qu'il était malvenu de le faire là. Ça n'était pas une position d'immobilisme en disant on ne veut rien changer. Notre mouvement est quand même relativement connu pour être souvent dans la rue pour faire signer des initiatives et des référendums. Donc il ne s'agissait pas d'être statique, mais bien de considérer que ça n'était pas le bon moment. Première chose. Et que prendre un risque pour la population n'était peut-être pas très futé de notre part. L'autre élément, à partir du moment où la chose a été votée et que le processus était en cours, il y avait une alternative qui se présentait à nous. C'était rester hors du mouvement, laisser les autres faire, ou dire non, nous avons un certain nombre de choses à défendre, éviter qu'elles ne soient remises en péril et essayer d'en promouvoir d'autres directement depuis l'intérieur. C'est pour ça que nous nous sommes engagés dans ce processus. Et je crois que, et Margot l'a fait tout à l'heure, qu'on peut dire qu'on l'a fait honnêtement et que nous avons essayé de tirer ce texte vers des avancées et non pas de développer une politique de blocage en disant plus il sera moche, plus il sera inacceptable, plus on aura raison d'avoir dit non. On n'a jamais joué ce rôle-là. Et donc, on a toujours essayé d'avancer et de se dire aussi, parce que pour éviter de prendre des risques, ce sera ceinture et bretelles, si ce texte devait être accepté, alors qu'il soit
le moins pire possible, si vous me passez l'expression. Et c'était quand même un engagement qu'on prenait à l'égard de nos électeurs, c'était de dire, eh bien, on va essayer de faire au mieux, quelle que soit l'issue de cette démarche. Ça, c'est la première chose. Quant à se donner la main joyeusement avec les 80 autres ou les 79 autres, c'est pas joué d'avance, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y avait quand même une dynamique particulière. Un certain nombre de gens, alors évidemment, je les situe plutôt dans nos milieux, sont venus pour essayer de faire avancer ce texte, et la droite et l'extrême droite vous dira que nous sommes des fossoyeurs de je ne sais quoi, mais eux étaient venus très clairement, avec l'intention, et ils l'avaient mis sur leurs programmes électoraux, hein, très clairement venus avec l'intention de remettre en question les droits populaires, d'augmenter le nombre de signatures, ils l'ont annoncé pour beaucoup, et de remettre en question les garanties constitutionnelles sur le logement ou en matière d'énergie, ou de remettre en question toute une série d'autres choses. Donc, travailler avec ces gens-là, on l'a fait du mieux qu'on a pu. Dire que nous étions une joyeuse amicale, c'est beaucoup plus difficile à dire, et il y a eu de fortes tensions, et aujourd'hui aussi, même avec les gens avec lesquels nous partageons beaucoup de valeurs politiques, hein, mais qui ont fait le choix de la convergence, eh bien, nous nous sommes opposés à eux et nous sommes en désaccord sur cette stratégie-là, ce qui ne veut pas dire que nous ne pourrons pas travailler avec ces personnes. Nous ne sommes pas conscients de la difficulté que certains choix ont dû représenter pour eux, mais ça n'a pas été notre choix, que l'obligation de réussite, pour nous, n'entrait pas en considération. Pour nous, c'était un défi, un pari, mais si on partait avec l'idée qu'il fallait réussir à tout prix, ça voulait dire qu'on allait concéder des choses importantes. Et c'est peut-être ça le piège de la convergence, c'est que cette obligation de réussite à tout prix a amené des gens à voter contre leurs propres convictions, contre leur propre engagement. Alors, c'est un choix qu'ils ont fait, ça n'a pas été le nôtre. Maintenant, sur qu'est-ce qu'on perd? Alors, c'est vrai que sur les droits fondamentaux, Margot l'a dit tout à l'heure, il y a des avancées, il y a des choses qui sont intéressantes. Ce texte représente quand même des choses intéressantes parce qu'on a fait ce qu'on a pu aussi avec d'autres. Hein. Beaucoup y ont contribué pour que ce texte soit amélioré. Et pour nous, je le répète, il y a plus de recul que d'avancées. Alors, qu'est-ce qu'on perd à vivre avec l'actuelle Constitution? Eh bien, on y perdra peut-être quelques avancées, mais on y perdra aussi tous les reculs dont elle est assortie aujourd'hui. Et quant à revenir sur des modifications par voie d'initiative constitutionnelle, c'est possible. Effectivement, pour le moment, le nombre de signatures, que ce soit pour les initiatives ou les référendums, il y a juste une légère différence. Il y en a même, pour l'un, c'est 400 signatures de moins, d'après les calculs qui avaient été faits. Mais c'est une forme de coin qui a été déjà posée, parce que, admettons que le droit de vote sur le plan communal pour les étrangers passe, eh bien, il y aura une augmentation drastique du nombre de signatures. Voilà. Et non seulement ils empêchaient l'entrée du droit de vote sur le plan cantonal, mais en plus, ils se sont arrangés pour que les droits populaires soient rendus plus difficilement accessibles parce qu'il y aura une augmentation du nombre d'électeurs. Quand même rappeler que Zurich, et ça a été rappelé à plusieurs reprises pendant les débats de la Constituante, est un canton où le nombre d'électeurs est beaucoup plus important qu'à Genève et où le nombre de signatures est bien inférieur à Genève. Donc il n'y a pas une espèce de symétrie, le nombre d'électeurs augmente, il faut que le taux ou le nombre de signatures augmente. Ça, c'est un discours de droite, ça n'est pas comme ça que ça se passe et d'autres cantons ont donné l'exemple en la matière, donc il n'y a pas de contrainte de ce côté-là. En revanche, de revenir droit derrière l'approbation ou le rejet du texte constitutionnel aurait un effet démobilisant. Il faudra le faire si c'est nécessaire. Mais il faudra bien considérer que ce sera dans un contexte où il y a eu un certain nombre de millions, 4 ans de travaux, toute une série d'efforts déployés pour finalement dire quand même tout ça pour ça, et puis il faut qu'ils reviennent maintenant. Le contexte ne sera pas forcément favorable, il sera en tout cas connoté par cet élément-là, mais ce n'est pas une raison pour qu'on n'y aille pas. Mais c'est clair que ça risque de décourager ou de colorer négativement la démarche. Mais je pense qu'il faudra le faire si on se retrouve dans cette posture. Alors, s'agissant juste... Des choses, pas juste au niveau des nombres de signatures. Pour les référendums, on a une baisse de 30% actuellement. C'est pour les initiatives constitutionnelles que le nombre reste quasiment le même. Mais il faut bien voir que pour les référendums législatifs, c'est une diminution de près de 30% par rapport à la situation actuelle. Et en plus, il y a une introduction des ferries qui fait que
la récolte est facilitée. Donc c'était juste pour donner une précision. Les ferries similent la suspension des délais, ce qui n'est pas la moindre des choses, parce que ça va aussi comment les choses se passent. On se retrouve coincé entre Nouvel An, en train de rêver. Bref, sur les ferries. mais c'est la suspension des délais pendant les mois d'été Délai et référendaire. puis à la fin de l'année, ce qui permet effectivement de rajouter d'autant, parce qu'on se retrouve des fois coincé à cause de ça, les délais. Voilà. Et puis bon, il faut dire que de manière aussi, s'agissant d'initiative et tout ça, il y a une accélération du processus. On a réduit les temps pour que le Conseil d'État donne son appréciation juridique, disons, et après le Grand Conseil pour son appréciation de fond. Donc là aussi, on a une amélioration du statut, voilà. Donc entre l'un et l'autre. Et puis un autre élément par rapport à ça, moi je trouve extrêmement important, c'est quand même on a introduit, alors on n'a pas parlé de l'organisation territoriale, c'est quelque chose peut-être qu'on on s'est planté, mais on pouvait guère faire autre chose, parce que comme vous le savez, la droite est arrivée avec comme une velléité de fusionner villes et cantons, enfin c'est des espèces de serpents de mer qui reviennent régulièrement pour différentes raisons. Les débats ont été extrêmement intéressants en commission, n'est-ce pas? Lui qui présidait cette commission. Et puis toujours est-il qu'on est arrivé finalement avec des instruments qui vont être, à mon avis, suffisants pour faire se développer ce territoire. Donc on a parlé de l'entrée en fonction de la région franco-valdo-genevoise. On aura en plus maintenant donc, la possibilité des fusions de communes. Donc d'ici 3 ans, les communes auront en principe une législation d'application, donc ce qui veut dire qu'on va lancer le débat sur les fusions de communes. Ça ne veut pas dire que ça vont se réaliser tout de suite, mais au moins il y aura un débat sur quelle manière je travaille avec mon autre commune, parce que pour le moment on est dans des intercommunalités relativement floues, pas toujours très démocratiques, donc ça également sera introduit. Maintenant il y aura un système de contrôle démocratique des intercommunalités, ce qui n'est pas rien, à travers initiative et référendum. Donc ce qui signifie qu'au fond, au niveau de l'association des communes genevoises, il ne peut plus avoir tout d'un coup X millions donnés pour le stade de Genève, puis que le citoyen de Genève qui a refusé ça, qui se retrouve, on a des introductions. Hein? Je dis, on va quand même favoriser le sport de haut niveau. Oui, enfin bref, mais disons que, donc on a quand même aussi à ce niveau-là, alors comme disait Jocelyne, moi je crois qu'il y a quand même une pondération d'intérêt. On est parti avec l'idée qu'on, bon, moi je me disais avec une certaine, peut-être naïveté, c'est vrai, mais avec l'enthousiasme qui a toujours caractérisé mon existence, donc je ne serai jamais différent de ce que je suis, de mon expérience, et puis c'est vrai, ça a été comme des actes de théâtre, ça a été une magnifique dramaturgie, avec le moment où tout le monde, très consensuellement, arrive avec une énorme foisonnement d'idées, de propositions, ensuite ça a été l'assassinat avec l'arrivée, avec l'avant-projet, etc. Et puis après la reprise, donc on a vraiment les éléments d'une dramaturgie qu'on a vécue. Ceci étant, je dois dire que nous, on a attendu la fin de la 3e lecture pour se prononcer, pour nous prononcer sur est-ce que, ayant fait la pondération des choses plus, des choses moins, est-ce qu'on allait accepter ou refuser. Donc on a attendu jusqu'au dernier moment, et puis selon cette pondération, on a décidé d'y aller. On a quelqu'un dans notre groupe qui va refuser d'ailleurs, qui est un seul, ouais, qui refuse, ouais. Voilà, voilà. Donc c'est un peu comme ça que les choses se sont passées, enfin que nous on les a, enfin que je les ai vécues, puis qu'on a vécu dans notre groupe, avec encore une fois cette. Je crois bon, peut-être qu'il y avait des attentes que je disais souvent irréalistes et souvent sectorielles. Donc il est très difficile pour des gens qui arrivent avec un point de vue extrêmement bon, mais même s'il est essentiel par rapport à une société, mais en voulant absolument faire entrer une chose ou préserver plutôt ça que d'autres, ensuite de pouvoir avoir une lecture qui soit un peu plus globale de l'ensemble. Et c'est évidemment cet exercice qui n'est pas facile à faire, que je vous recommande de faire, c'est-à-dire de prendre le temps de lire ce texte complètement avec voilà, c'est 1 heure de temps, peut-être de bonne lecture, pour vous rendre compte à quel point il y a des choses qui sont effectivement au statu quo, ou voire des avancées, et puis des choses qui sont insatisfaisantes et pires, parce que le crève-cœur du droit d'éligibilité des étrangers, ça c'est évident que c'était la chose la plus douloureuse que j'ai vécue personnellement. C'est dans les droits fondamentaux, vous avez cité un droit à un revenu minimum, je ne sais pas comment on l'appelle, revenu d'existence. Et j'aimerais savoir comment concrètement ça peut se traduire. Ça veut dire, est-ce que les députés vont avoir l'obligation de traiter ce point dans un délai pour que
le plus rapidement possible tous les citoyens aient accès à ce droit, ou comment ça se passe? Ou c'est juste une vitrine pour embellir la... Encore une fois, tous ces droits ne sont pas des vitrines, c'est pas du papier de toilette, hein. C'est quelque chose qui est un droit fondamental, c'est-à-dire c'est un droit ce qu'on appelle opposable. On peut aller en justice devant les autorités judiciaires, devant les autorités administratives pour faire valoir ce droit. Alors, quand on prend un droit comme celui-ci, ça signifie qu'il y aura une obligation pour le législateur d'adopter une législation. Et c'est juste le lit, attends, juste le lit, pour que Oui, tout le monde sache. C'est pas un revenu minimum. C'est pas les véhicules, là. Voilà. Ah non, non, c'est le 39. Droit à un niveau de vie suffisant. Toute personne a droit à la couverture de ses besoins vitaux afin de favoriser son intégration sociale et professionnelle. À la vieille version, non? C'est la leur. Ah bon? Oui, non, là. Toute personne a droit aux soins et à l'assistance personnelle nécessaire en raison de son état de santé, de son âge ou d'une déficience. Et alors concrètement, comment ça peut se mettre en place? Eh bien, ça veut dire que c'est les députés du Grand Conseil qui vont devoir mettre ça en place. Ils devront adopter une législation. Dans quel délai? Alors, ça veut dire que le temps, là, ça peut être effectivement, les lobbies doivent se mettre en place pour pousser les choses. Mais on a ça qui apparaît pour la première fois, qui va plus loin que la droite. Juste peut-être une précision. Simplement, par rapport à ça, il ne va pas y avoir de changement. Ce que nous avons essayé, c'est de mettre un socle dans la Constitution genevoise qui soit plus élevé que le socle qui existe actuellement dans la Constitution fédérale. La Constitution fédérale, en son article 12, garantit simplement les moyens de subvenir à ses besoins vitaux pour préserver sa dignité ou quelque chose comme ça. Et en fait, si on se réfère aux débats qui ont abouti à ce résultat-là, cette disposition est issue d'un recours introduit par 2 requérants d'asile qui déboutaient, à qui on avait refusé tout secours au prétexte qu'ils avaient été déboutés. Et donc, dans l'impossibilité de rentrer chez eux, coincés sur le territoire genevois, sans ressources, eh bien, ils n'avaient aucun droit. Et donc, ils ont recouru. Et il y a une disposition qui a été introduite dans la Constitution fédérale suite à cette procédure, qui avait fait jurisprudence, et qui a introduit ce qu'on appelle le barème pour les NEM, les non-entrées en matière, ou l'aide d'urgence, c'est-à-dire uniquement, c'est le gîte, le couvert et les soins. C'est-à-dire un abri PC, 8 francs par jour pour la nourriture, et le dispensaire pour les soins. Et donc à Genève, conscient de cette limite-là, qui d'ailleurs a permis l'élaboration de différents barèmes de minima vitaux, hein, à Genève, selon votre âge, selon votre catégorie, selon votre problématique, vous avez droit à un minimum vital plus ou moins important, ce qui est un véritable scandale, parce que jusqu'à preuve du contraire, tous les estomacs ont à peu près les mêmes besoins, et c'est en tout cas pas en fonction de votre origine ou de votre problématique que ça se détermine. Donc, on a déjà une forme d'inégalité à Genève, et nous avons espéré, et je fais partie de ceux qui ont défendu cette thèse-là, qu'en posant ce socle-là, à Genève, on ne pourrait en tout cas pas un jour nous dire on se réfère uniquement au seuil de la Constitution fédérale. Mais ça ne va pas changer les barèmes d'aide sociale aujourd'hui qui sont pratiqués par l'Hospice général et qui sont déjà divers et qui sont déjà aujourd'hui à la baisse, puisque l'avant-dernière révision de la loi sur l'aide sociale a diminué le minimum vital à Genève pour la population résidente. Et je ne vous parle pas des 18-25 ans ou des requérants d'asile. Donc, de ce point de vue-là, il ne va pas y avoir de changement. Au même titre que nous nous sommes battus pour qu'un certain nombre de droits soient inscrits dans la Constitution, parce que ça nous paraissait important, au moins, de pouvoir nous y référer. Mais le droit au logement, il existait déjà dans l'ancienne Constitution. Ça n'empêche pas un nombre important de gens de dormir dans les caves ou dans leur voiture. Ce qui veut dire que ça n'est pas parce que c'est inscrit dans la Constitution que c'est encore applicable. Et sur la question de la justiciabilité qu'évoquait Margot, la droite a fait des pieds et des mains pour que le concept de justiciabilité ne figure pas dans le texte, en nous disant « mais c'est implicite ». Et nous leur disions « mais puisque c'est implicite, eh bien c'est tellement mieux quand c'est écrit, écrivez-le ». Et ils ne l'ont pas voulu. Alors, il est vrai qu'il y a un article 43 qui dit que les droits fondamentaux doivent être réalisés, que les agents de l'État sont tenus de le faire, mais en sachant qu'il y a quand même un côté un peu proclamatoire et que ces droits ne seront respectés que pour autant que nous nous battions pour qu'ils soient respectés. Et qu'un certain nombre de gens engagent des procédures dans un certain nombre de situations où ils ne le seront pas, pour précisément créer une jurisprudence et faire en sorte qu'on ne puisse plus contourner ces droits. Et ça, c'est encore
Je dirais le pendant du travail qui a été fait, passera pas, mais c'est le pendant qui devra absolument être fait. Parce qu'il ne suffit pas de le dire, il ne suffit pas de l'écrire pour que ça puisse se réaliser dans la pratique. Moi, j'aimerais compléter ça, parce que je trouve que je te rejoins, donc, et puis, effectivement, le On monde est social, d'accord, hein. ouais, le monde social, alors, et je trouve que ta démonstration, elle est bonne. Maintenant, du moment qu'on a renforcé la disposition sur ce droit à niveau de vie suffisant, et qu'on se basait sur des barèmes, disons, enfin, de la Constitution fédérale, on se basait sur l'article 12 de la Constitution fédérale, que maintenant on a un article qui va beaucoup plus loin, on peut imaginer que les barèmes soient revus à la hausse, puisqu'on dit que c'est les besoins vitaux afin de favoriser l'intégration sociale et professionnelle. Ça va quand même beaucoup plus loin que cet article 12 de la Constitution fédérale. Ensuite, toute personne a droit aux soins et à l'assistance personnelle nécessaire en raison de son état de santé, de son âge ou d'une déficience. Moi, alors, à la place d'une assistante sociale ou de quelqu'un, je prendrais ça en disant, bon, il y avait ça jusqu'à présent, avec ça, on est arrivé jusqu'à ces barèmes. Maintenant, on a ça qui exige plus. Maintenant, on veut plus. Si ce n'est qu'aujourd'hui, pour les requérants d'asile, avec 491 francs par mois pour manger, pour payer son téléphone, etc., on considère, parce qu'il y a quelques mesures d'insertion ou d'accompagnement à l'activité, on considère que la clause d'insertion est réalisée, alors que pour un autre résident, c'est 977 francs plus une partie du minimum vital qui est soumise à condition de mérite, où il y a à nouveau d'autres dispositions. Ce qui veut dire qu'il y a encore une marge d'interprétation dans les textes qui font, parce que c'est bien ce qu'on aurait souhaité, que c'est malheureusement pas aussi simple que ça. Mais disons, là, ça c'est une première remarque. La deuxième remarque, la réaction que je vais avoir, encore une fois, on a ce mécanisme avec les droits fondamentaux, c'est pas simplement bon, tu as l'air de dire, ah mais on protège, on réalise, etc. Mais il y a une obligation de l'État, il y aura une évaluation périodique indépendante. Donc un peu comme la Cour des comptes, et on peut penser ce qu'on veut de la Cour des comptes, en attendant elle fait bouger l'État dans un certain sens. Eh bien on aura la même chose, on aura un élément totalement indépendant qui va faire ce travail d'évaluation et qui va mettre le doigt sur ça notamment. Parce que c'est là où il faut arriver. Et moi je crois beaucoup à cette efficacité-là. Plus la Cour constitutionnelle au niveau des normes, mais au niveau de l'évaluation, de la manière dont les politiques publiques seront menées, par rapport aux droits fondamentaux, moi je trouve que c'est essentiel. Et ça, c'est un mécanisme extrêmement important. Je veux juste encore ajouter un point sur ces droits fondamentaux. C'est le droit au logement que vous mentionniez qui existait déjà. Ça n'empêche pas que dès que des gens qui sont sans logement occupent un logement vide, ce qu'on appelle un squat, ils se font virer immédiatement et que s'ils se retrouvent au tribunal, ils perdent malgré le droit opposable au logement. Alors c'est du pipeau tout ça. Excuse, mais moi c'est mon sentiment. Hein. C'est pas du pipeau, mais ça suffit pas de l'écrire. Simplement pour prendre cet exemple, parce que pour moi il était cuisant. Avant Zappelli, les personnes qui étaient évacuées avant l'autre. Non, simplement pour dire qu'avant que Zappelli soit procureur général, il y avait ces séances périodiques, hein, régulièrement, tous les jeudis, il y avait des séances chez le procureur général pour les personnes qui étaient en évacuation. Ah oui. Et à l'époque, ce qui se passait, c'est que le procureur général veillait à ce que les gens soient relogés. Et c'est pour ça d'ailleurs que des représentants de l'Office du logement social étaient présents dans ces séances. Il y avait les avocats, les usagers, il y avait des gens des services sociaux. Et l'objectif était de dire, quand les gens sont évacués, on ne peut pas juste les mettre à la rue. Et donc, les gens étaient relogés. C'est comme ça qu'on a créé la cité Prébois, il y a Jean Simonet, les Libellules. Toute une série de quartiers ont été repeuplés avec des gens qui avaient été évacués. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a créé des ghettos sociaux, ce qui n'est pas vraiment une réussite. Mais les gens avaient au moins un toit. Zappelli a changé la pratique. Les gens n'étaient pas relogés. Les gens sortaient relativement contents de son bureau parce que c'était « Ah, vous vous engagez à rattraper l'arriéré, alors vous payez le loyer courant et puis un loyer de retard ou un demi-loyer de retard. » Et c'était des arrangements qui étaient intenables. Avant, les arrangements qui étaient faits étaient des arrangements qui tenaient compte de la réalité des gens. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis des conditions intenables en disant « Si le 10 du mois, votre loyer et le montant défini pour l'arriéré n'est pas réglé, ce sera dehors. » La police des évacuations sera présente. Et beaucoup de gens sont sortis avec faussement rassurés de son bureau, avec des arrangements qui n'étaient pas tenables, et ils se sont retrouvés à la rue. Et ces gens-là, et je vous dis, parce que l'assistante sociale dont elle parlait, ça peut être moi, je travaille à l'Hospice général, et je vous assure que bon nombre des gens que nous accompagnons n'ont pas de logement. Ils dorment dans la rue, dans les allées, ils se font piquer leurs affaires parce qu'ils les laissent en haut au dernier étage ou à la cave. Ils ont été évacués et il n'y a pas eu de solution de logement qui leur a été proposée. Donc,
il y a moyen de le faire valoir, ce droit, mais il faut qu'il y ait un rapport de force et des interlocuteurs politiques qui soient prêts à jouer le jeu. Ou, à défaut, des gens qui fassent de la procédure. Mais on voit bien que sur ce champ-là, aujourd'hui, malheureusement, même ceux qui font de la procédure, la STOCA a de la peine à faire en sorte que les gens restent dans leur appartement. Donc il y a cette constitution aussi, quelle qu'elle soit, elle aura besoin d'être soutenue, d'être appuyée par des gens qui défendent les droits qui y seront inscrits. Parce que sinon, ça sera purement proclamatoire. Beaucoup de choses étaient déjà écrites. Il y en a d'autres qui sont plus intéressantes. Mais s'il n'y a pas une dynamique pour véritablement faire respecter ces droits, eh bien, ce sera un bel exercice purement proclamatoire. Juste aussi sur complément d'information sur la question des évacuations, on a eu un problème supplémentaire qui s'est ajouté, qui est la réforme de la procédure, et là qui est une obligation fédérale, et qui a fait que tout à coup cette fameuse conciliation qui pouvait avoir lieu de temps en temps dans la procédure a disparu. Et là, tout le monde, d'ailleurs, même dans les milieux judiciaires qui s'occupent de ça, même disent là il faut absolument qu'on trouve une solution. Alors j'ai pas suivi où on en est maintenant, mais il y a quelque chose de supplémentaire qui est venu se rajouter, qui n'était pas d'ordre cantonal, mais qui est d'ordre fédéral, et qui a un peu pris tout le monde de court, parce qu'on n'a pas vu venir ce problème-là, qui fait qu'effectivement aujourd'hui on a plus du code de procédure, et qui fait qu'aujourd'hui on a effectivement un certain nombre de personnes qui sont sans logement, et qui posent un vrai problème. Ceci dit, effectivement, il faut utiliser ces droits. Après, une fois que les droits sont sur papier, il faut les utiliser pour les faire valoir. Sinon, il ne reste que du papier. En quoi c'est désirable les fusions de communes? Quand vous avez toutes les deux dit d'ailleurs que la droite était arrivée quand même avec une feuille de route assez précise. Comment se fait-il, je fais la méchante, comment se fait-il que tous ces droits fondamentaux, ils les aient acceptés alors que c'était pas ça leur plan? Je ne suis pas à la place de la droite. Hein. Là, j'ai pas envie non plus de faire des procès d'intention à l'égard de la manière qu'ils sont, etc. On a vu comment ils avaient fonctionné. C'est peut-être sur ces bases-là qu'on peut tirer certaines conclusions. Mais moi, j'aime pas trop porter des jugements comme ça sur les choses. Une fois qu'on a dit ça, il y a quand même des choses sur lesquelles ils voient aussi leur intérêt. Quand on voit par exemple le droit des handicapés, le droit des enfants, cette question-là, et ils voient bien l'intérêt qu'ils ont aussi à avoir ça. J'entends, moi je pense qu'il y a quand même, mais il y avait 2-3 constitutionnalistes aussi parmi eux, des gens qui sont soucieux d'avoir un état de droit et un état démocratique. Donc on n'avait quand même pas que des caricatures en face de nous, on avait quand même des gens qui voyaient l'intérêt aussi en tant qu'avocat de pouvoir poursuivre ensuite la défense dans un certain nombre de domaines. Alors évidemment, la lecture est différente. J'entends, pour ma part, j'estime que c'est un catalogue qui est extrêmement important et qu'il aura toute sa raison d'être, que c'est effectivement des instruments dont on ne voit pas tout de suite les conséquences, mais que c'est des instruments qu'il faut utiliser, que le travail va commencer à partir du 14 octobre pour essayer d'obtenir ces droits, enfin les fins qu'il faut réaliser. Et puis, encore une fois, je pense qu'ils ont aussi compris que ça s'inscrivait dans le cadre de toutes les révisions qui sont faites, où on a eu à chaque fois le même genre de phénomène et le même genre de propositions avec les droits fondamentaux. Donc il y avait une adhésion finalement à quelque chose qui était assez courant sur l'ensemble de la Suisse. Ça, il faut reconnaître. Il y a aussi au fond, une opportunité pour ces personnes, ou pour un certain nombre d'entre elles, de se dire on est au moins en accord avec ce que les autres constitutions. Alors, il y a un accord, mais sauf qu'ils se sont aussi rendus compte, mais je ne sais pas jusqu'à quel point on est allé plus loin justement que ça. Et la question de l'évaluation, je crois, a donné quand même lieu à pas mal de discussions, parce qu'ils se rendaient bien compte que là, par ce moyen de l'évaluation périodique de la mise en œuvre de ces droits fondamentaux, par l'obligation qu'aura l'État de faire l'éducation aux droits humains, j'entends, ça c'est aussi inscrit dans la Constitution, on aura quand même peu ou prou un changement de culture. Ça, c'est pas du jour au lendemain que les choses vont se faire, mais les choses se mettent en place. Et ça, alors, j'entends, il n'y a pas besoin d'être enthousiaste, il faut être simplement réaliste, les choses vont se mettre en place. Je peux peut-être juste donner un élément factuel complémentaire dans ce qu'il vient de dire, c'est que... Oui, mais Jocelyne aussi, donc on peut en parler tous les deux, et justement je voulais parler de Jocelyne là, parce qu'elle ne l'a pas dit, mais je veux dire, une partie du fait, pourquoi est-ce qu'on a ces droits, c'est parce que Jocelyne les a négociés. C'est quand même, mettons les choses au clair. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a eu, alors on va passer les péripéties, mais il faut bien les comprendre, il y a eu une première année où on avait fait un travail, on va dire relativement correct, on peut toujours en discuter, je pense qu'on a un peu surévalué le résultat de ce qu'on avait fait en commission, mais qui n'était pas
décevant, qui n'était pas catastrophique, on ne s'est pas arraché les cheveux. Il y a eu la période de rupture. Et c'est là, enfin, il y a eu le moment, pas la période, il y a eu le moment de rupture qui est le 25 mai 2010, qui nous a tous marqués, et où on est sortis tous ensemble en disant... Ouais, voilà, juste, exactement. Il n'y avait pas vraiment de quoi fêter là, en l'occurrence. Bon. Et après, il y a eu une très longue reconstruction, mais il y a une année qui a servi à rien, soyons très clairs. Il y a une année où on a gaspillé notre temps et l'argent du contribuable parce qu'on n'a rien fait de sérieux. Puis il y a tout à la fin du processus, on n'a rien à remonter. Ceci dit, dans les difficultés en commission, à la fin, la commission qui s'occupait des droits fondamentaux est la seule commission qui a terminé ses travaux sur un véritable accord politique. Il y a eu une sorte de donnant-donnant. Où on a essayé vraiment de balancer en disant bon, vous avez ci, vous avez ça. Donc, par exemple, le fait que la justiciabilité n'ait pas été inscrite en tant que telle a été une des choses que eux ont obtenues, et nous avons obtenu des droits sur le fond. La stratégie que nous avons suivie, mais tu me corriges Jocelyne, parce que comme ça c'est toi qui l'avais négociée dans vraiment la dernière phase, il y avait 2 personnes de gauche, 2 personnes de droite, et tu étais une de ces deux. C'était de se dire on va au moins obtenir des droits dont la formulation aurait été correcte, telle façon que quand on devra les rendre justiciables, ça c'est la question des droits fondamentaux, c'est que normalement un bon droit fondamental, il est défini de telle façon qu'une personne ne puisse le faire valoir dans un tribunal. Alors si on avait eu la justiciabilité, ça aurait permis à n'importe qui, sans difficulté, de pouvoir aller au tribunal, et le juge aurait eu l'obligation de le prendre en considération. Comme on ne l'a pas, il peut éventuellement essayer de le rejeter dès le départ. Ceci dit, les dispositions qui ont été négociées par le petit groupe, justement dont était Jocelyne, sont relativement bien formulées et assez claires. Donc elles seront, je dirais, utilisables devant un tribunal. Alors évidemment, ce ne sera pas aussi fort que nous on l'aurait voulu, mais ce sera quand même plus fort que ce qu'on peut avoir aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, sur ces points, on n'a que la jurisprudence fédérale, qui est très faible. Donc là, il y a quand même un point substantiel, et je pense que les efforts de Jocelyne, c'est un peu une réponse. Pourquoi est-ce qu'ils ont admis ? Parce qu'on a eu un équilibre et puis qu'on a eu des gens dans la commission qui ont négocié de façon très ferme et très forte sur cette question-là. Et ça, c'est un des résultats quand même. Il y a eu du travail qui a été fait par les différents représentants dans ces instances. Et là, on en voit une trace tout à fait concrète et réelle. Ça, je voulais dire parce que je ne l'avais pas dit dans le processus de négociation, mais ça explique aussi une partie. Et ce n'est pas juste que la droite elle a accepté parce qu'elle savait que c'était des beaux principes qui n'allaient jamais être appliqués. Non, elle-même, elle a aussi eu, parce qu'on avait en fait un catalogue des droits fondamentaux qui était plus fourni et plus fort au départ. Donc la négociation, elle s'est faite dans l'autre sens. C'était nous, cette fois, qui, en gros, freinions pour éviter que trop de choses ne sortent. Puis après, on a trouvé un point d'équilibre. Puis, parce que bon, il y a aussi eu, alors après, le fameux où ils avaient tout enlevé les droits, enfin, c'était complètement du délire. Donc il a fallu sortir du délire, puis retrouver un équilibre, et ça, c'est le résultat. Et puis, peut-être juste encore une chose sur le pourquoi ils l'ont accepté, parce qu'ils en avaient besoin. Lorsqu'on est revenu après le fameux 25 mai, après la lecture zéro, les constitutionnalistes en question sont venus dire mais il manque des choses. Ce projet ne pourrait pas se faire sans l'interdiction des discriminations, sans la couverture d'un revenu suffisant pour couvrir les besoins vitaux. Il y avait des déficits de cet ordre-là dont ils se sont eux-mêmes rendus compte, d'une part, mais d'autre part, ils en ont besoin. Il ne faut pas oublier que le fameux contexte dont on parlait, qui n'était pas favorable, c'est quand même un contexte où l'AI est en train de se retirer de toute une série de compétences et de responsabilités envers d'éventuels ayants droit, que le chômage recule également, que toute une série de dispositifs de sécurité sociale sont en train d'être démantibulés et que de plus en plus de gens se retrouvent sans aucune protection sociale. Et que s'il n'y a pas une garantie de couverture d'un niveau de vie suffisant, ça veut dire que vous laissez juste une partie de la population crever la bouche ouverte, si vous passez l'expression. Elle est cruelle, mais c'était bien ça qui risque de se passer. Parce qu'au moment où la loi sur le chômage est modifiée et qu'on réduit drastiquement la durée de protection, eh bien quand c'est fini, les gens n'ont plus rien. Alors c'est l'aide sociale. Et s'il n'y a pas une garantie qui soit autre que celle de la Constitution fédérale, c'est une situation dramatique et c'est la fin de ce qui nous reste de cohésion sociale. Et donc il y avait aussi cette conscience-là, je pense, chez les partis de droite, alors... Qui étaient dans la commission, tout à fait. Juste la question de la fusion. Ah pardon, excuse-moi. Alors, bon, fusion, pourquoi on a à Genève quelque chose comme 45 communes, on a 240 km², donc la proportion entre le nombre de communes et le nombre de kilomètres carrés, je crois que c'est plus dense qui soit. Des communes qui n'ont quasiment pas d'autonomie, vous le savez, elles sont des exécutantes et encore, elles n'ont strictement aucune marge de manœuvre, maintenant elles pourraient peut-être en avoir un peu plus.
Donc, il y a maintenant des obligations, il y a beaucoup de communes, petites surtout, qui ont de la difficulté à trouver du personnel communal, qui ont de la difficulté à construire des infrastructures, à avoir du logement, à avoir... Et puis, elles sont tellement nombreuses que souvent, elles peinent à se faire représenter, ou à représenter leur intérêt auprès du canton. Parce qu'on a effectivement le canton au-dessus qui a, au fond, aspiré toutes les grandes, disons, les grandes... comment dirais-je, stratégiques, les options, les axes stratégiques, tout ça est aspiré au niveau du canton. Les communes elles-mêmes ne sont guère que des exécutants. Alors, tout ceci pour dire que dans un contexte comme celui du canton de Genève, qui est encore bien différent du canton de Vaud d'ailleurs, où les communes ont beaucoup d'autonomie, elles ont des compétences, on peut quand même se poser la question du bien fondé d'avoir autant de communes qui chacune va construire son école, avoir sa caserne de pompiers, etc. Et puis avoir en même temps très peu de logements, peut-être quelques industries qui lui rapportent, etc. etc. Donc on a quand même, par rapport à la rationalité du territoire, et aussi le fait que maintenant on n'est plus en termes de canton au sens strict, mais dans le cadre d'une région, hein, avec des enjeux qui sont extraterritoriaux, c'est d'autant plus important d'avoir des masses critiques importantes, c'est-à-dire avoir des regroupements de communes, on peut appeler ça regroupement, ou fusion, ça c'est la fin du processus, qui permettent d'avoir ce poids politique, ce poids de représentation suffisant par rapport notamment au canton, ou éventuellement avec la France voisine quand ça se prête. Donc l'idée est celle-ci, c'est de faire en sorte que lorsqu'on a des petites communes à terme, et il faudra voir aussi qu'il y ait du sens dans ces fusions, c'est pas imposé d'en haut, vous fusionnez, parce que ça va aboutir à rien du tout. D'ailleurs, les communes ont été extrêmement sceptiques par rapport à un certain nombre de propositions qui avaient été faites. Il y avait eu les distries, il y avait d'autres choses. L'idée, c'est vraiment qu'elles commencent à débattre, qu'elles aient un cadre de débat pour des fusions ou des regroupements. On a des intercommunalités qui se sont développées, il y a certains qui travaillent, plusieurs communes qui travaillent ensemble sur différents domaines. Et puis, ça peut être déjà un premier processus. Si elles sont bien dirigées, ces intercommunalités, elles peuvent amener ensuite, dans un deuxième temps, dans les fusions. Mais tout ça, il faut toujours avoir en tête que ça ne sera jamais pour des questions économiques ou financières que les fusions vont marcher. Et que ça c'est le meilleur moyen de tout faire échouer, c'est quand il y a uniquement le fric devant. En fait, il faut vraiment, et ça je redis ce qu'on avait entendu de la part de professeurs qui sont venus nous parler, et puis d'experts de fusion qu'il y avait à Neuchâtel, à Fribourg, ailleurs, ils ont dû en tout cas oublier, si c'est pour faire des économies, vous oubliez de faire des fusions, il faut surtout qu'il y ait un projet de société. Un projet commun à ces communes. Et ça peut être, pourquoi pas, la construction d'une école ensemble, mais c'est déjà un début, mais surtout un projet qui soit beaucoup plus englobant que simplement, voilà, on va faire des économies d'échelle, etc., etc. Ça, c'est pas suffisant. Donc voilà, ça c'est tout un débat qu'on a eu. Donc c'est pas, on dit que l'État va encourager les fusions de communes, que les gens pourront, enfin, plusieurs communes peuvent proposer d'être fusionnées, etc., mais tout ça, c'est pas réalisé. On a mis en place les instruments pour que ça puisse se faire. C'est tout. Juste dans l'actuel, c'est impossible ou... Non, mais maintenant, il y a dans la constitution actuelle, alors, ça fait partie encore de ces magnifiques lacunes, j'entends dont je parlais en long, en large, parce que actuellement, vous avez, je vais vous dire exactement, là on a l'initiative, alors on a un petit chapitre, organisation des communes, autorité communale. Il y a simplement, les limites d'une commune ne peuvent être modifiées que par une loi précédée d'une délibération acceptant cette modification adoptée par le conseil municipal de la ou des communes concernées. Donc c'est une manière indirecte de dire, ben voilà, vous voulez agrandir ou bien rétrécir, ben il faut passer, c'est tout ce qu'il y a. Donc on n'a pas d'éléments du tout dans la constitution actuelle par rapport à cette organisation territoriale. Il n'y a rien du tout. Il y a quelques éléments qui concernent la composition, l'administration, la publicité des séances, donc tout ce qui est au fond du niveau réglementaire, presque des conseils municipaux, et puis c'est tout. Puis alors il y a une disposition intéressante qui peut-être va intéresser la ville de Genève, c'est un article 157 actuel, donc on a la ville de Genève qui apparaît en tant que telle, hein. Dans un nouveau projet, le nom ville de Genève a disparu, parce qu'on parle de communautés beaucoup plus grandes, enfin en nombre d'habitants. Mais alors il y a quelque chose qui intéressera les gens qui ont fait le conseil municipal, c'est la question des dépenses. Les dépenses résultant des travaux exécutés dans le territoire de la ville sont supportées par cette dernière. Elles sont soumises à l'approbation du conseil municipal de la ville si la loi cantonale sur les routes n'en dispose autrement. Donc ça signifie que, grosso modo, vous savez que la ville de Genève actuellement paye toute la rénovation de ses routes, qu'elles soient
de transit, qu'elle soit cantonale, qu'elle soit ce qu'elle veut, c'est la ville qui paye. Donc le canton est censé lui verser chaque année 20 millions, qu'il ne verse jamais. Donc je me dis, avec la disparition de cet article, il y aura un peu plus d'argent pour la ville, puisque ce ne sera plus la ville qui devra être, normalement, elle pourra contester d'être toujours responsable de l'aménagement, enfin pas tellement de l'aménagement que la rénovation de ses routes, etc. etc. Je trouve que ça, c'est pas une des moindres choses. Ben, ça, c'est un sujet de discorde depuis des années. Bon, historiquement, c'est expliqué. Mais... J'ai une question technique à Margot. Ça, c'est aussi le problème de la comparaison. Bon, il y a une chose qui me paraît évidente, qui rejaillit sur ce que j'ai dit, c'est qu'il ne faut pas comparer les deux constitutions. Il faut comparer la législation actuelle avec la constitution future et ce qu'elle autorise et ce qui peut advenir sur ce nouveau socle en termes de législation. Bon, ça c'est le principe. Alors justement, dans ce sens-là, bon, la plupart des gens ici savent, enfin je ne sais pas que j'étais très actif dans le domaine du droit des étrangers, je ne veux pas y revenir maintenant, mais ce que j'aimerais demander, on m'a reproché par exemple, puisque je suis focalisé sur ce point, de négliger tous les autres, d'être en quelque sorte d'avoir un peu des œillères, et de m'occuper que de ceci, et de refuser la Constitution sur la base uniquement du droit des étrangers. Alors par exemple, mon ami Mizrahi, avec lequel j'ai des quelques trucs, me dit, si tu dis non à la Constitution, tu te fous de la gueule des handicapés. Parce que, voilà, par exemple. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, je regarde ce qu'il y a sur les handicapés, je m'aperçois qu'il y a une loi d'intégration des handicapés qui a été votée à Genève et qui existe. J'aimerais savoir, est-ce que la Constitution est nettement supérieure à cette loi ou pas? Ça ne figure nulle part. Bon, ça, il faudrait que je regarde exactement. Moi, la loi, je crois que la disposition constitutionnelle, on est plus loin avec les dispositions, parce que tu as lu les dispositions sur les handicapés. Oui, mais parce qu'il y a plusieurs éléments. À la Constitution, il faut que les compare à la loi. Et puis alors, surtout c'est ça donnera la possibilité justement d'aller directement chez le juge, parce que ce sont des dispositions extrêmement précises. Hein, l'accès aux installations, l'obligation pour l'État devra maintenant mettre aux normes, mais alors avec une manière beaucoup plus accélérée. C'est pas dans la loi actuelle. Pourquoi? La loi actuelle, je pense qu'il y a déjà ces éléments, mais je ne sais pas, ils ne bougent pas tellement. Dans le Conseil, moi, je l'ai regardé en passant, j'ai vu que l'État était obligé pour les installations, etc. Donc, mais j'ai pas foré sur ce point. Mais c'est pour illustrer simplement que la comparaison entre l'ancienne Constitution et la nouvelle ne suffit pas. Il faut comparer à la loi. Je vais poser une question à Margot, parce que tu as fait allusion tout à l'heure à cette nouveauté qui est la concertation avec la population et les associations. Mais si on regarde, ça concerne les communes. Ça n'engage pas. Pas seulement. Non, moi j'ai vu ça. Dans quelle représentation? Dans l'article 37. Non, il y a plein de choses qui concernent les... Attends, je vais te dire. Et il ne me semble pas que l'État soit vraiment engagé. Alors, tu as d'abord l'article 11, je ne sais pas si tu as la Constitution sous les yeux, je ne sais pas si c'est le 11 ou quoi sur... Oui, consultation. Donc, information, l'État informe largement, consulte régulièrement, met en place des cadres de concertation. Ça, c'est la première chose. Mais on ne dit pas qui. Hein? On dit pas qui. Non, on ne dit pas qui. Mais attends, laisse-moi dire. Ensuite, on a l'article... On a l'article... Ouais, alors, on a l'article 210 où on reconnaît donc... On reconnaît, soutient le rôle des associations et de bénévolat dans la vie collective et respecte l'autonomie et partenariat. Donc ça, c'est l'article 210. Donc ça, on a ça aussi. Ensuite, on a la consultation. Ça, c'est l'article 110 que je te lis. Alors, qu'il y ait les communes, les partis politiques et les milieux représentatifs sont invités à se prononcer lors des travaux préparatoires concernant des actes législatifs et des conventions intercantonales importants, ainsi que sur les autres projets de grande portée. Mais on ne parle pas de l'aménagement. Attends, je continue. C'est pas fini. Il est dedans. Il est dedans aussi, là-dedans. Ah bah oui, par définition. Alors là il est plein dans le cœur de la cible. Hein. Le plan directeur, par exemple. 134, je te donne encore un autre.
où là on a commune participation, les communes encouragent la population à participer à l'élaboration de la planification et des décisions communales. Les autorités en rendent compte dans la motivation de leurs décisions. Donc ça, ensuite, ouais, 135 concertation, le canton tient compte des conséquences de son activité pour les communes, il met en place un processus de concertation avec les communes dès le début de la procédure de planification de décision. L'association et bénévolat, c'est l'État reconnaît et soutient le rôle des associations et du bénévolat dans la vie collective. Alinéa 2, il respecte l'autonomie des associations et peut nouer des partenariats pour des activités d'intérêt général. Et puis, le dernier élément concernant la région, le canton promeut une collaboration institutionnelle transfrontalière permanente, cohérente et démocratique, avec la participation des collectivités publiques et des milieux socio-économiques et associatifs. Donc ça, c'est... Donc, une implication. Et puis, il y a le 11 de manière plus générale, hein, à nouveau dans la première section, l'État informe largement, consulte régulièrement et met en place des cadres de concertation. Hein, c'est celui que tu avais nommé. Celui-là, c'est vraiment celui qui fixe le cadre. Et on y va avec les associations ou la population. Donc il y a toujours quelque chose qui manque. C'est jamais suffisamment précis pour être rassuré sur cette espèce de changement de la non-culture de la concertation elle-même. Alors, parce qu'actuellement, l'État, on peut dire qu'il exerce, c'est vraiment caractéristique de l'État actuel, c'est la non-concertation. En matière de logement, par exemple. Hein, si vous permettez, c'est plutôt que la non-consultation, ce qu'on connaît beaucoup, c'est la pseudo-concertation et la pseudo-consultation. Pour avoir participé à nombre de processus de consultation, et on a essayé d'en mener un aussi dans le cadre de la Constitution, avec des résultats plutôt mitigés. L'État dit consulter et en fait, il fait ce qu'il veut. Et on voit bien aussi, parce que, pour revenir sur ce que tu disais, c'est important, et c'est important que ce soit dans le texte. Notamment la question de l'évaluation. D'évaluer l'action de l'État ou la réalisation des droits fondamentaux. Le problème, c'est... il faut avoir la garantie que les dés ne soient pas pipés et que les données ne soient pas faussées. Si on regarde toute une série de processus législatifs pour en avoir suivi et mené quelques référendums sur des questions sensibles, notamment la loi sur l'aide sociale et la suppression du RMCS, les données, les prémices qui étaient posées, qui étaient données aux députés étaient non seulement erronées, mais elles avaient été délibérément biaisées. Et là, on est sur un autre registre qui est celui de l'intégrité des gens qui mènent ce type de démarche. Et là, à nouveau, c'est la pression qu'il peut y avoir pour garantir que ces processus soient menés avec intégrité et honnêteté et transparence, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et qu'on peut prétendre consulter, on peut prétendre concerter, et se fiche royalement de ses interlocuteurs. Et donc, à nouveau, il ne suffit pas de le dire, ça veut dire qu'il faut qu'on mette en place les relais démocratiques qui font en sorte que ces principes-là soient respectés et qu'ils soient mis en œuvre. C'est là que la Cour constitutionnelle peut en faire. Mais là, exactement. Et puis bon, moi je crois que... Je l'espère. Voilà, oui. Mais on ne sait pas non plus. Ce que je disais juste, c'est que... Ils ne savent pas consulter non plus. Des fois, il y a de la bonne foi, des fois, il y a de la mauvaise foi, des fois, c'est effectivement des trucs déjà préétablis, etc. Mais je pense qu'il y a toute une culture. On ne sait pas comment faire des processus. Et ça, il faut l'apprendre. Et ça, j'avoue, la culture, elle n'existe encore pas à ce niveau-là. Ça existe, cette concertation, dans le cadre des PACA, par exemple, actuellement. Mais ça dépend de dispositions fédérales. Ce n'est pas l'État qui a encouragé ça. C'est la Confédération qui a mis dans les dispositions du projet d'agglomération l'obligation de consulter la population et les associations. Voilà. Donc, au niveau fédéral, ça existe, mais ce n'est pas repris dans les mêmes termes au niveau cantonal. Oui, je vais faire un commentaire. Je crois que c'est vraiment un sujet en termes de la concertation, la consultation, où on était très très largement d'accord que c'était un besoin qu'on avait, parce que trop souvent des choses se faisaient sans consulter d'abord les milieux intéressés et concernés. Et ça, moi, je l'ai entendu en tout cas dans la commission 5, je l'ai entendu de tous bords, de tous milieux. Je me rappelle très bien François Saunan avoir fait une grande déclaration à ce niveau-là sur une thématique en disant clairement que non, c'est pas possible. On met en place des choses qui sont juste incohérentes parce qu'on n'a tout simplement même pas écouté la base. Donc je crois qu'il y avait une conscience qui était assez forte. Tu as parlé tout à l'heure des PACA. Bon, maintenant, on a le projet d'agglomération 2, typiquement, où c'est une plantée totale, parce qu'en termes de consultation, il n'y a rien eu. C'est vraiment une déficience. On l'annonce au projet d'agglomération 3, mais
effectivement, et je rejoins le propos de Marguerite Montaïquel, effectivement, il y a un apprentissage à faire autour de cela. Et pour l'instant, on n'est pas encore prêt, mais il n'y a pas les outils. C'est en train, on le voit même avec des contrats de quartier, où il y a une sorte de participation, de consultation. Qu'est-ce que vous voulez pour vous faire? Il y a une culture qui est en train de se monter, mais ça prendra encore un certain temps. Juste un élément, Pierre, parce que ce que tu as évoqué plusieurs, si on reprend les éléments de participation ou autre, si on reprend la liste, simplement, il faut comprendre quelle était la cohérence des dispositions, pour peu qu'on retrouve une cohérence, parce qu'il faut quand même voir, des fois on a voté ça à la suite, mais il y a quand même en fait une petite, c'est-à-dire que l'article 11, c'est sur l'ensemble des actions de l'État. Ça c'est quand même intéressant, c'est-à-dire que simplement une action qui n'est même pas forcément législative, mais une action d'administration sous-entend qu'il doit y avoir quand même une concertation. Donc là, déjà, c'est un petit peu plus. Ensuite, pour les actes législatifs et les décisions importantes, là, c'est déjà un peu plus précisé. Et il y a le terme milieu concerné. Donc là, c'est quand même déjà assez plus précis. Ce n'est pas la population, on est d'accord, hein, mais ça sous-entend que, bon, si on considère qu'on est un milieu concerné, eh bien, on est légitimé à être consulté. Et puis ensuite, il y a une sorte de graduation. On a été un petit peu plus loin, on a réussi à aller un peu plus loin. Et là, je pense que c'est un peu un effet du rapport de force politique. C'est-à-dire, quand on s'éloignait, ils étaient un petit peu moins... Ils se sentaient moins concernés, du coup. Et ils ont laissé plus faire. Donc, quand on a été au niveau de la région, là, effectivement, on a pu aller plus loin et clairement dire les milieux associatifs et les milieux économiques doivent être impliqués, etc., etc. Et là, on a pu aller encore plus loin pour les communes. Ça, c'était un peu une surprise. Mais c'était qu'à moitié une surprise, parce que finalement, et surtout dans la commission 5, on avait des gens qui venaient des communes, qui avaient été maires ou qui... Il y avait quand même un esprit de dialogue, de concertation. Alors on n'était pas toujours d'accord, mais l'idée qu'on doit discuter avec les gens, ça par contre, personne n'a jamais remis en cause. Hein, en disant, mais dans la commune, c'est la première des choses qu'on doit faire. Alors après, comment est-ce qu'on va le codifier? Ça, c'était un débat. Et on a finalement réussi à avoir, je crois, quand même une formulation. Dedans, on a quand même des moments où on se dit, ça, c'était quand même pas si raté que ça. Où je crois que là, quand même, en termes de participation, et ce qu'on pourra espérer, c'est qu'on fasse remonter après cette définition, mais on dit clairement que les gens... Quand les gens doivent être consultés, c'est-à-dire au début, dans la planification, dans la préparation de la décision, et qu'ensuite la décision elle doit refléter comment est-ce qu'on a tenu compte, ce qu'on a effectivement nulle part ailleurs par contre, hein, mais comment est-ce qu'on a tenu compte de ces positions. Ça veut pas dire qu'on va forcément toutes les suivre, mais si on ne les suit pas, on dit pourquoi. C'est ça en fait ce que ça veut dire. Mais on voit qu'il y a une sorte de graduation entre un principe très général qui effectivement, comme tu dis, c'est pas très précis, mais bon, c'est pour l'ensemble des activités de l'État. Et puis après, plus on commence à préciser les échelons, plus on a des dispositions qui sont effectivement plus précises. Voilà. Alors après, il faudra voir comment ça va être véritablement utilisé. Encore une fois, tout droit, si on le laisse uniquement sur le papier, il ne vaudra rien. On doit l'utiliser, le mettre en œuvre. Ce qu'on peut espérer, ça aussi c'est encore une inconnue, c'est qu'avec la Cour constitutionnelle qui est aussi dans le projet, si le projet passe par exemple, eh bien dans ce cas, quand on voit qu'on est un milieu concerné, qu'on n'a pas été consulté, là on peut avoir un recours. Alors il y aura peut-être d'autres recours avant, parce que ce qui n'a pas été dit non plus, c'est qu'il y aura un médiateur aussi de l'action publique. Donc déjà premier niveau qu'on va pouvoir utiliser, et ça c'est une innovation quand même majeure, je n'en ai jamais entendu parler. Pourtant, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Il y aura un médiateur pour l'ensemble de l'action de l'État. Donc, médiation, c'est... il me semble que j'avais signalé rapidement, mais tellement vite... Oui. Non, mais ce n'est pas un encouragement à la médiation ou autre. Il y a une instance, il y aura une personne qui va être la personne de la médiation pour les rapports entre l'administration, enfin l'État dans son ensemble, ça veut aussi les communes. Alors on a d'abord la médiation dans les conflits de travail par la négociation et la médiation, ça c'est autre chose. Ça c'est 36, et ensuite le 115 où on a l'instance de médiation pour les conflits entre administrés et administration. Donc déjà premier niveau. Et ensuite l'encouragement à la médiation et autres modes etc. Encore autre chose en 120. Donc on a 3 fois ce mot médiation qui apparaît, mais avec entre autres la création d'une instance de médiation entre administration et ministère. Ce que je veux dire, et ensuite, si jamais ça ne marche pas, eh bien, il y a encore la Cour constitutionnelle, puisque là, clairement, une disposition de la Constitution n'aurait pas été appliquée. C'était ça un des objectifs. Donc voilà, si jamais le mécanisme devait fonctionner, ce serait à peu près à ça qu'il devrait ressembler. Je ne comprends pas cette énormité. L'État encourage l'accès à la propriété. Mais dans un moment où on a un tel problème de logement et de locatif, on construit chaque année, maintenant, les 3/4 de la propriété privée. On construit. Et on va mettre une disposition pour encourager la propriété. Alors qu'on sait que cette propriété privée, elle contribue énormément à la gentrification de la ville. On sait que c'est
avec la vente des appartements. D'ailleurs, il y a des appartements qui sont achetés, découpés par des immeubles achetés et découpés par appartement. Donc on est en train de... Il y a une politique de vente, on est en train de changer le marché ou la nature du immobilier à Genève. On est en train de la changer. À part la vente d'appartements. Et on rajoute encore l'encouragement à la propriété. Ça me dépasse. Bon, ça c'était un peu, c'est la fédérale, c'est en contrepartie, enfin encore une fois, il y a une politique active d'acquisition de terrain, notamment vie construire des logements d'utilité publique par des institutions de droit public ou sans lucratif telles que les coopératives d'habitation. Les coopératives font leur apparition là-dedans, c'est pas rien. Oui, avec les quartiers durables, etc. Ce qui ne se fait pas, puisque à Chancy, l'État a préféré donner les terrains déclassés à des promoteurs privés. Au Cherpine, elle a promis aussi le terrain à des propriétaires. Il n'y avait pas encore de constitution. Alors, on fait le contraire. On fait vraiment le contraire. Mais bon, acceptons ou acceptons pas, donc on verra la suite. Mais j'entends, là, on a de quoi travailler. Et c'est le début. Et c'est vrai que c'est pas parfait. C'est vrai qu'il y a plein de trucs, je me dis, mais mon Dieu, on a quand même dû avaler des coups d'œuvre. Et on a tous eu des déceptions, je crois, de part et d'autre. Mais la question, c'est de savoir, et c'est une des caractéristiques aussi de toute cette démarche, c'est est-ce qu'on a gagné parce qu'on n'a pas perdu autant que ce qu'ils voulaient nous faire perdre. La vraie question, me semble-t-il, elle est là. Parce que quand on regarde la question que vous posiez sur l'encouragement à la propriété, combien de fois ne nous a-t-on pas dit, ça ne sert à rien de le mettre, c'est dans le droit supérieur, c'est déjà dans la loi, donc toujours en vertu de la laïcitude, ça ne servait à rien de le mettre. Et pourtant, celle-là, on l'a mise. Parce que c'est un coin qui est enfoncé précisément pour essayer d'obtenir une aide de l'État dans l'accès à la propriété. Et c'est quand même paradoxal que ce sont les tenants du moins d'État qui étaient pour l'inscription de cette disposition dans la Constitution. Donc les choses ne sont pas venues de manière comme ça inopinée ou hasardeuse. Elles sont concertées. Ils ont obtenu des choses et nous en avons obtenu un certain nombre. Après, il y a cette pesée d'intérêt entre ce qui a été obtenu et ce qui a été perdu et ce que nous n'avons pas eu, parce qu'on fait le compte de ce qui a disparu, de ce qui est entré. On n'a pas encore fait le compte de ce qu'elle aurait dû être et de ce qu'elle n'a pas été. Mais ce qu'elle aurait dû être réalisé sur la base d'un consensus politique. Parce qu'on a fait des convergences, mais on n'a pas fait un vrai consensus politique. Et c'est ça le déficit de cette démarche-là. Vision des choses. Juste faire une remarque, je pense que c'est pas anodin. En fait, dans cette assemblée, on a eu un manque énorme, c'est d'avoir un centre. C'est-à-dire que le PDC n'a pas du tout fait son boulot, et en fait, bien des fois, celui qui a fait le balance, c'est l'UDC. C'était quand même tout à fait surprenant. Il faut voir qu'on avait une UDC plutôt bernoise que zérichoise à la constituante, et en fait... Une fois que Solipardo a quitté le groupe. Oui, on est d'accord. Mais... Non, mais il y a eu un changement à ce moment-là. Tant que c'était sous la direction de Solipardo, on s'est fait traiter de crypto-colpotiste quand même. En dehors de la problématique du droit de vote et ces choses-là, on a eu une UDC qui a fait le rôle qu'aurait dû faire quelque part le PDC. Et ce qu'on peut regretter en tout cas, c'est cette alliance verrouillée, bloquée de la droite, qui a fait aussi que les Verts se sont alliés avec la gauche et a verrouillé à gauche, en tout cas beaucoup plus, alors qu'on aurait dû avoir une beaucoup plus grande ouverture au centre, on aurait dû avoir un projet beaucoup plus consensuel, fait ensemble. Il n'a pas vraiment été fait ensemble, il a été fait parce qu'il y a eu tout à coup une opportunité parce qu'une majorité s'est dégagée, mais en fait, on a eu des débats qui étaient extrêmement verrouillés, et ça c'est vraiment dommage. On aurait pu faire sur les mêmes thématiques, on aurait certainement pu faire un meilleur projet, et puis on aurait pu garder certains éléments peut-être qu'on a jetés, et puis en faire quelque chose de commun. Et je pense qu'on pourrait avoir un regret, effectivement, c'est que ce n'est pas une constitution ou un projet commun, c'est un projet thématique où les uns et les autres ont gagné ou perdu un petit peu, ils ne sont pas trop frustrés, mais le projet commun pour Genève qu'on a fait ensemble. Tout à l'heure, il a été dit, vous auriez pu vous donner la main, les 80. Ben non, ça ne serait pas une chose comme ça. Et ça, c'est fait à nulle part. Non, mais on est d'accord. Mais je pense que l'histoire de l'UDC au centre est quand même ce côté particulièrement atypique de la dynamique qu'on a eue. Puis je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut le reste rappeler. Je vous propose d'arrêter ici. Je pense qu'effectivement, ce serait intéressant d'avoir une réflexion de toute façon au-delà du vote.
Nous aussi, on pense l'engager, mais une fois que le débat sur le texte lui-même sera fait, il y aura une réflexion à avoir sur qu'est-ce que veut dire quand même ce que vient de préciser Boris. C'est-à-dire que est-ce que c'est uniquement une sorte de circonstance qui fait que, bon, bah voilà, il y avait une mauvaise composition, puis on n'a pas un bon PDC, ou est-ce qu'il y a peut-être des éléments de, finalement, ce qu'on a pu voir à travers ces discussions, puis aussi les dérives qu'on voit aujourd'hui au Grand Conseil, des modifications plus profondes de ce qui était avant la sociologie politique genevoise. Et là, du coup, je pense qu'il y a des réflexions à avoir sur les actions qu'on veut mener, que nous aussi, en tant que société civile, là, je parlais vraiment en tant que société civile, vous ferez vos réflexions dans les partis politiques, moi, j'en suis pas, mais du côté de la société civile, aussi peut-être une réflexion à avoir sur qu'est-ce que ça veut dire, parce qu'avant, et je pense que ça c'est un des éléments qui nous a peut-être un peu, je dirais pas induit en erreur, mais qui a fait qu'on ne voyait pas venir ce genre de problème, c'est qu'on a dans un certain nombre d'associations, des associations qui n'ont aucun lien avec la politique, volontairement. Il y en a d'autres, c'est l'inverse, ils ont au contraire un lien assez complet avec la politique. Ce sont des gens qui viennent d'un peu toutes les tendances, exprès, on a des libéraux, on a des socialistes, on fait exprès de garder un équilibre politique. Et donc on se retrouve avec des gens dans une partie des lieux de direction du milieu associatif, pas partout, mais dans un certain nombre d'endroits, où on a ce qu'on pourrait appeler une droite humaniste, pour faire court, hein, mais avec des gens avec qui finalement on sait qu'on n'est pas d'accord, mais on arrive à partager pas mal de choses, on arrive à faire du travail ensemble, on arrive à développer du projet ensemble. Et donc on est parti, je pense, pour ceux qui avaient cette expérience-là dans le milieu associatif, en se disant, bah, la constituante, on va trouver quand même un certain nombre de personnes comme ceci, et puis on va pouvoir essayer d'avancer. Là, il n'y avait personne. Pourtant, il y en avait, enfin, c'est pas vrai. Voilà, il y avait des gens avec qui on pensait qu'on aurait pu faire des choses, et qui, voilà, ils ont été tus, enfin, ils ont été bloqués. Et certains ont clairement dit, non, je ne peux pas dire, ça a été très loin. Je me souviens même d'une situation tout à fait ubuesque, où je me suis retrouvé en plénière à défendre une position qu'on avait eue en commission, qui avait été présentée par des gens de droite. C'était vraiment une question de droite qui les intéressait, eux, sur une procédure et tout. Puis on avait le truc, c'était pas idiot, ils avaient raison. Puis on s'est retrouvé, je me suis retrouvé moi à le défendre en plénière et eux, ils ont voté contre. Je me dis, mais c'est n'importe quoi. Donc j'ai été demandé, mais enfin, qu'est-ce que tu as fait? Moi, je défends ce que toi tu disais en commission, tu votes contre. Enfin, ah ouais, tu avais raison, ce que tu avais dit c'était juste, mais voilà, le parti est contre, on a dû. Alors là, tout à coup, on s'est dit, mais c'est incroyable. Donc il y a eu une sorte de renversement, et là, je pense qu'il y a une réflexion par contre de fond à mener, qu'elle soit pour ou contre le texte. Une réflexion sur comment est-ce qu'on fait, parce que ça veut dire qu'une partie des gens avec qui, des interlocuteurs qu'on pensait avoir dans le milieu politique, non, on les a plus vraiment. Alors est-ce qu'il faut discuter avec les gens dans nos comités? Je ne sais pas, mais il y a peut-être un point à devoir faire, parce que c'est important pour la suite de la vie publique à Genève, et pour le travail que nous on fait dans nos milieux associatifs, qui soient plus ou moins politisés. Il y a quand même là un débat, une réflexion à devoir mener. Mais voilà, je vous propose de finir sur ces perspectives de réflexion. Je remercie encore Jocelyne et Marguerite pour le fait d'être venus et avoir partagé ça. Je crois que c'était un débat très riche. Merci à vous. Moi, je pense utile, et très intéressant. Merci.